Vous avez déjà entendu cette phrase « Votre vie est le film dont vous êtes le héros ». Alors si celle-ci s'applique à tout le monde, l'histoire que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir aujourd'hui est même carrément digne d'un film de Hollywood. En 2020, Déborah Laurent est journaliste pour la télévision belge. Elle, son mari et leur fils vivent une vie dont ils ont longtemps rêvé dans le désert de Palm Springs, en Californie. Les parents sont travailleurs indépendants ou freelance, ce qui aux États-Unis est important parce qu'en fait ça signifie liberté tout autant que précarité sociale et notamment sur le plan de la santé. Alors quand la crise du coronavirus a commencé à pointer son nez dans la société occidentale, Déborah a dû réagir et très vite. Elle a pris la décision de rentrer en Belgique en catastrophe avec sa famille. Quelques mois après ce retour précipité, elle se confiait au micro de French Expat et revenait sur une suite d'événements aussi surprenants qu'angoissants, mais avec l'humour qui la caractérise. Et c'est l'objet de ce premier épisode. Si vous avez été attentif, vous avez peut-être vu qu'il y a en fait 2 nouveaux épisodes cette semaine. En fait, 1 an après, alors que Déborah se prépare à partir vivre sur l'île Maurice, toujours avec sa famille, elle faisait le point à mon micro. Des regrets ? Pas exactement, mais beaucoup de questions et surtout une grande détermination. Vous allez l'entendre, elle n'a jamais abandonné son rêve américain, même si celui-ci a évolué avec le temps. Je vous conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre. Avec Déborah, on va bientôt vous raconter la suite de son histoire puisque sa carte verte Exceptional Abilities vient d'être acceptée par le gouvernement américain. Alors, laissons-lui le temps de s'installer, abonnez-vous au podcast et revenez par ici afin de découvrir ce que ces aventures américaines lui réservent. Moi, c'est Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous dès aujourd'hui sur frenchmorning.com. Allez, c'est parti. Moi, je m'appelle donc Déborah, j'ai 35 ans, je me suis expatriée en Californie à Palm Springs il y a 3 ans à peu près, en famille, avec mon mari et notre petit garçon qui a 4 ans aujourd'hui, donc quand on est arrivé, il avait 1 an et demi. Et donc, je suis journaliste, donc moi, je suis en Californie pour faire un job de rêve, c'est-à-dire que j'interviewe toutes les stars du cinéma qui vous font rêver sur grand écran. C'est mon job, je suis payée pour ça, donc c'est pas mal. Et je travaille pour un gros média francophone belge. Donc je suis en Californie, mais je ne travaille pas pour l'Amérique. Je travaille vraiment pour le même média, en fait, depuis 12 ans. C'est juste que je le fais ailleurs. Est-ce que c'était du coup ta première expatriation, Palm Springs ? C'était ma première expatriation. Alors, il faut savoir que, donc moi, dans le cadre de mon boulot, j'ai souvent été à Los Angeles faire des interviews, parfois même pour un week-end. C'était un peu fou, mais à l'époque, ça se faisait encore. Beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque, voilà. Et en fait, j'avais déjà été amenée à vivre. Je vivais à Nord Hollywood à l'époque pour des périodes plus ou moins longues, donc 4 mois, 3 mois, 2 mois. On avait une sorte de bureau où on avait l'occasion d'y aller sur du long terme, quoi. Et donc, du coup, moi, un jour, arrivant au bout de certaines choses que j'avais déjà fait en Belgique, j'avais envie d'un nouveau projet. J'ai proposé à mon entreprise de m'envoyer là-bas sur du long terme. Ils ont été OK. J'ai donc un visa I, qui est un visa dont on ne parle jamais parce que on est peu à l'avoir, mais c'est un visa média qui me permet, en fait, de vivre là-bas. Il est renouvelable tous les 5 ans. Il n'est pas compliqué à avoir tant qu'on peut prouver qu'on est journaliste pour un média particulier. Et donc voilà, mais c'est la première vraie expatriation, vraiment celle où on prend toutes nos affaires et on tente, quoi. Et ton conjoint et ton fils, du coup, c'est leur première fois aux US quand ils sont venus ? Alors non, pour mon mari, non, il était venu en fait me rejoindre. Donc sa toute première fois aux USA, c'était avec moi aussi. Il y a quelques années, il était venu me rejoindre justement quand j'étais partie sur une période de 3 mois. Donc il était venu me rejoindre pour le gros road trip de base, la route 1, San Francisco, Las Vegas. On avait fait vraiment des super vacances. Donc là, on n'avait pas encore d'enfants. Puis on s'est mariés, on a eu un enfant, et donc oui, pour mon fils, il avait 1 an et demi, donc on voyageait déjà pas mal, mais c'était une vraie grosse première aux États-Unis, quoi. Alors, on aura l'occasion de revenir sur les détails de ton expatriation dans un épisode un peu plus, complètement dédié à tout ton parcours. Aujourd'hui, tu le sais, l'objectif de cet épisode, c'est vraiment de parler de ton retour. Aujourd'hui, donc, on se parle, on est fin avril. On est donc encore en pleine crise sanitaire au niveau mondial. Tu es donc en Belgique, tu le disais, donc vous êtes encore confinés. Nous aussi, d'ailleurs, aux États-Unis. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé il y a un mois ?
Oui, parce que ça fait vraiment, là on se parle, je crois que dans 2 jours, ça fait un mois qu'on a pris l'avion pour rentrer. Donc en fait, nous, tout allait bien. C'était un samedi matin, il faisait beau et chaud, comme toujours à Palm Springs. Donc tout allait bien. Évidemment, le confinement, donc Palm Springs est passé en état d'urgence un peu avant Los Angeles, parce qu'en fait, il faut savoir que le coin, il y a énormément de personnes âgées, et que donc du coup, la Coachella Valley a été touchée très vite par le coronavirus, et donc du coup, ils ont très vite tout fermé. Donc nous, c'était un samedi matin, on avait réagi un peu à l'européenne, c'est-à-dire que vu qu'on est dans les infos, belges et françaises un peu toute la journée, ben nous, quand on avait vu qu'il y avait un confinement qui se mettait déjà en place en Europe, on s'était déjà un peu confinés de notre côté. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, enfin en tout cas, j'ai l'impression qu'on a pris la mesure de ce qui se passait en voyant ce qui se passait à la maison, quoi. Enfin à la maison. Et avant, évidemment, l'Amérique, quoi, qui eux continuaient à penser qu'on gérait mal. En fait, j'ai vraiment senti, quand j'en discutais avec les gens autour de moi là-bas, ce côté, oui, vieux continent, quoi. La vieille Europe, quoi. La vieille Europe qui sait pas gérer. Nous, de toute façon, on est meilleurs, ça nous arrivera pas. Donc, voilà. Donc, nous, c'était un samedi matin, on va se balader, on fait un trail près de chez nous, vu que c'était un peu la seule chose qu'on pouvait encore faire. Et qu'ayant un enfant en bas âge, c'est un peu comme un petit chien, il peut sortir, n'est-ce pas, pour le aérer. Donc on était pas aérer. Et en fait, j'ai eu une copine qui travaille dans un autre média, un média concurrent, et je l'ai eu au téléphone et elle me racontait qu'il y avait du chômage technique dans toute la presse en Belgique. Parce qu'en fait, c'est un peu, je n'y avais absolument pas pensé. C'est la première fois de ma vie que ça m'effleurait l'esprit. En fait, toute la pub qui sert en fait à financer les médias aujourd'hui, vu que les gens ne payent plus vraiment pour l'information, c'est un peu les seules rentrées d'argent. En fait, la pub est partie. Dès que le coronavirus est tombé, tous les annonceurs ont arrêté d'annoncer, en fait. Et donc, du coup, vraiment du jour au lendemain, toute la presse, que ce soit en Belgique, en France, en Europe, en Australie, partout dans le monde, il y a personne qui prend la mesure du truc, mais vu que les gens ne payent plus la presse, bah, toute la presse, d'un coup, s'est retrouvée à devoir travailler gratuitement. Sans aucune, on n'a absolument aucune vision d'avenir, quoi. On ne sait pas si les annonceurs vont revenir, on ne sait pas dans quelle mesure. Donc, voilà. Donc du coup, j'étais surprise et quand j'ai raccroché, je me souviens avoir dit à mon mari, enfin, c'est dingue, nous, ça nous arrivera jamais parce que j'ai la chance de travailler pour une grosse boîte qui a plus de moyens en Belgique que d'autres, et donc du coup, j'étais plutôt. Et puis je suis rentrée chez moi. Optimiste, et tu remets pas trop le truc en question encore, quoi. Ouais, non, là, je me dis, oh là là, et vu que j'ai travaillé dans la même entreprise que ma copine, je me disais, ouais, c'est toujours la même chose, ils exploitent un peu leurs journalistes, comme d'habitude, blablabla. Moi, hyper confiante, et en fait, je rentre chez moi, je check mes mails, c'était donc toujours samedi, et donc je découvre en fait un mail de mon entreprise qui annonce que le chômage technique est en train de se mettre en place, et que pour le moment, les rédactions ne sont pas touchées, mais qu'ils n'ont absolument aucune idée à quel moment ça va nous tomber dessus, quoi. Donc là, il y a une petite montée d'angoisse, et en fait, ça faisait quelques jours, en fait, que mon mari, qui n'est jamais angoissé pour rien, vraiment, ça fait 10 ans, je n'ai jamais vu stresser. Ça faisait quelques jours, ça faisait quelques jours, du coup, que ça montait chez lui. Et c'était moi qui jouais le rôle de, mais non, ça va aller, on va rester confiné, on tombera pas malade, parce que c'est toujours un peu la question aussi, hein, quand on est expatrié, c'est l'assurance maladie. Tout à fait. On est assuré, on a une assurance correcte, une assurance prise par l'Europe, donc par notre entreprise, mais qui n'est pas une assurance américaine. Et j'avais eu un premier contact avec un service. En fait, mon fils est tombé malade mi-février. On croit d'ailleurs que c'était le coronavirus. On n'aura jamais la certitude, mais et j'avais dû consulter un médecin pour la première fois depuis le début de notre expatriation, et ça avait été l'enfer vraiment pour trouver quelqu'un qui voulait bien nous prendre avec cette assurance-là. Donc l'assurance est pas mal si on se fait hospitaliser, genre si on se casse une jambe. Là, il n'y a pas de souci, on est à l'hôpital, ils prennent en charge. Mais pour aller consulter vraiment un médecin de base, les médecins ne voulaient pas de nous, quoi. Donc, j'ai dû aller dans un service d'urgence. Et ça m'avait un peu refroidi, quoi. Je m'étais dit, ouais, bah, purée, s'il se passe quelque chose, on ne sait pas trop comment faire, à qui s'adresser. Donc, c'était un peu dans notre tête, quoi. On se disait, si le coronavirus nous tombe dessus, bon, faut quand même, faut espérer que ça dégénère pas, quoi. Donc, ça, il y avait l'assurance maladie. Et puis, il y a eu la fermeture des frontières aussi, qui a fait monter, je pense un peu chez tous les expatriés, je sais pas chez toi, mais il y a rien à faire, à savoir que tout d'un coup tu peux plus partir parce que tu risques de plus pouvoir rentrer, c'est stressant, quoi. Ouais, il y a plus d'avion, il y a plus, bien sûr. Voilà, donc là, moi, il y avait plein de petits éléments comme ça, et en fait, la possibilité de chômage technique, ça a été le coup de grâce, notamment pour mon mari, qui m'a dit, écoute, moi, si on se retrouve en Californie à ne plus savoir payer notre loyer, parce que même si, on a la chance en France, en Belgique, d'avoir des aides qui sont nettement meilleures qu'aux États-Unis.
Ce qu'ils proposent en fait pour un chômage technique à temps plein, ça paye juste mon loyer quoi aux États-Unis. Et puis surtout que du coup, si t'es payé par une boîte belge en vivant aux États-Unis, ça veut dire que t'es payé aux États-Unis ou t'es payé en Alors euros? moi, T'es éligible au chômage ici ou pas du tout? non, justement, moi j'ai droit à aucune aide. En fait, j'ai un peu le cul entre deux chaises, comme on dit, parce que et ça a les avantages et ses inconvénients et l'inverse. Mais donc moi, je suis payée en euros de ma boîte. Mon salaire, j'ai pas un salaire d'expatrié, j'ai vraiment un salaire d'employé habituel avec quelques aides supplémentaires, mais je suis vraiment payée en Belgique sur un compte belge et je transfère mon argent sur mon compte américain. Et ton mari, lui, il bossait à Palm Springs ou... Eh ben en fait, mon mari bosse comme auto-entrepreneur, donc comme freelance, en fait, pour la même boîte que moi depuis un an. Il fait des vidéos d'actu. Et donc, du coup, on se retrouvait tous les deux à se dire, bon, il y a du chômage économique. Lui, il est freelance, donc il va sauter. Ce sera probablement un des premiers à sauter. Donc, ça veut dire plus de salaire de son côté. Et si ça dégénère et que moi, en fait, soudainement, ils me mettent aussi en chômage économique, on va se retrouver avec 1 500 €. Et moi, mon loyer, c'est 1 400. Et donc, voilà. Ouais, tu peux pas vivre avec ça, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je voyais que mon mec était inquiet. Donc, je me suis dit, écoute, je vais appeler le consulat. On va voir si j'arrive à joindre quelqu'un un samedi après. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un tout de suite au téléphone de super sympa. Et voilà. Il se fait que cette personne ne m'a pas du tout rassurée. J'espérais, hein. Je misais beaucoup là-dessus. Et il m'a dit, écoute, vu votre situation entre deux, vu que vous aurez pas les aides américaines et qu'en fait, est-ce que je pourrais toucher le chômage belge en étant à l'étranger physiquement? C'est pas sûr non plus, quoi. La Belgique, ils aiment pas ça. Quand on est, normalement, si tu touches le chômage, tu dois être en Belgique, quoi. Donc, c'était beaucoup de « et si ». Donc, j'ai appelé après le ministère des Affaires étrangères et tous les deux, en fait, ils m'ont dit, il faut rentrer, quoi. Il faut rentrer temporairement, tant que ça se calme. C'est trop risqué. Si vous tombez malade, que vous devez aller en soins intensifs. Et puis, qu'est-ce qu'on allait faire? On sait pas. On sait jamais. Je sais on est encore jeune, on fait pas partie de la population la plus à risque. Mais si jamais on est malade tous les deux, qui va s'occuper de notre petit garçon? Oui, bien sûr. On n'a pas de famille, donc il y a eu une petite montée d'angoisse ce samedi-là et mon mari m'a dit, écoute, il y a trop d'inconnus, il y a trop de impossible de savoir à quelle sauce on va être mangé, c'est trop risqué, on rentre. Donc on est rentré. Comment est-ce que tu mets du coup en place un retour aussi rapidement et puis d'un point de vue logistique, justement comme tu le dis, t'as ton appart, t'as ta vie quand même là-bas. Comment est-ce que tu fais pour mettre, si je puis dire entre parenthèses, ta vie en te disant bon voilà, on part, on reviendra. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie justement en fait là-bas? Je pense que ça, c'est une force qu'on a quand on s'expatrie, c'est qu'on est flexible et qu'on s'adapte à tout. Donc, c'est probablement ça qui nous a sauvés. Donc, moi, après mes petits appels là à l'ambassade, j'ai appelé ma boss qui pouvait rien me promettre, en fait, hein. C'est pas de sa faute, c'est de la faute de personne, on sait pas ce qui va se passer. Et du coup, j'ai appelé Delta parce que, par chance, je devais rentrer normalement maintenant, la fin avril, en vacances. Donc on avait déjà un billet d'avion avec Delta qui est partenaire d'Air France et ça aussi, vraiment hasard total, on ne prend jamais avec Delta, jamais, c'est la première fois que ça nous arrive. On rentre généralement avec Norwegian. Donc là j'appelle Delta, ils m'ont tout de suite dit pas de souci, on vous met sur un vol demain. On était samedi après-midi, ils me proposent un vol à 6h du matin le lendemain. Là j'ai dit non. Oh la vache. Ça va être compliqué. Donc, on a cherché des solutions et ils m'ont trouvé un vol pour le dimanche d'après, donc une semaine plus tard. Et on s'est dit, en fait, on avait l'impression que tout s'alignait. On n'a pas ramé pour avoir quelqu'un au téléphone. Ils ont tout de suite trouvé un billet. On n'a pas payé de frais supplémentaires par rapport au prix de base. Ils ont juste changé notre vol, quoi. Gratuitement. Donc, on s'est dit, tout a l'air de se mettre en place. On savait qu'on avait une maison qui pouvait nous attendre si on en avait besoin. Donc on s'est dit ok, on y va. Et donc comment est-ce qu'on a fait? Écoute, on a loué un storage, donc un entrepôt. On a replié bagages en 4 jours, donc on a tout fait à 2. Avec l'isolement, tu peux pas demander un coup de main à tes potes. Non. Et donc on s'est dit tant pis, on le fait à l'arrache. Effectivement, donc on a fait à l'arrache avec notre voiture. On a la chance d'avoir une vieille Jeep toute pourrie, mais au moins il y avait de la place dedans pour transporter. Et on a été prévenir. On habite dans un complexe d'appartements, donc il y a toujours l'office quoi qui est là avec l'office manager. Donc on a été lui expliquer la situation. Je lui ai montré les mails de l'ambassade qui disaient il faut rentrer. Je lui ai expliqué et elle m'a dit écoutez ok. On a rangé toutes nos affaires dans un entrepôt là-bas et on ne sait pas pour combien de temps.
voilà de retour express ce dimanche suivant en Belgique. Du coup, c'est particulier parce que plus tu rentres dans ton pays d'origine, tu peux pas revoir ta famille. Enfin, vous êtes rentré, on vous a mis direct en quarantaine. Oui, enfin, alors d'abord il y a eu un l'épisode dingue, c'est qu'en fait notre vol a été annulé. Donc ça a été petite, donc on n'avait plus rien dans notre appart et puis boum, on reçoit un mail, vol annulé. T'es là, ok. On avait déjà prévenu qu'on partait. Enfin, alors on s'est dit bon, on va près de l'aéroport. On avait eu des échos d'une copine qui devait prendre un vol 2 jours avant nous, qui en fait avait pas pu prendre, elle avait pas pu monter dans l'avion parce que le vol était surbooké, donc on était angoissés, on se dit merde, ils annulent le vol, en fait le prochain vol il y en aura plus, ils vont l'annuler ou bien il y aura trop de monde, on pourra pas rentrer dedans. On s'est dit tant pis, on se casse. On a été à l'aéroport de Los Angeles, donc on s'est dit on passe une nuit à l'aéroport de Los Angeles en face. C'était lunaire quoi, c'était l'ambiance là-bas était dingue, tout le monde était maté, il y avait plus à manger nulle part, il y avait tous les restos d'hôtel et tout, ils pouvaient plus servir. Et tout le monde hésitait. Les gens ne rentraient plus ensemble dans les ascenseurs. Chacun attendait. Parce que c'était des touristes, donc tout le monde était, je pense, à l'écoute de ce qui passait en Europe. Tout le monde était sur le point de repartir. Et vu qu'on était tous logés dans un hôtel vraiment pile en face de l'aéroport, clairement, t'es pas là pour profiter, quoi. Et donc, tout le monde se regardait un peu suspicieux, limite, tiens, est-ce que lui va prendre ma place dans mon propre avion, quoi. C'était vraiment improbable. On a eu notre vol. Et en fait, c'est un vol qui arrivait à Paris. Et donc à Paris, ils ont besoin d'une attestation pour sortir. Ils ont besoin. On se disait les frontières sont fermées, on va avoir des contrôles. En veux-tu, en voilà. On n'a rien eu. Donc on a atterri à Paris. On a loué une voiture qui m'a quand même coûté, je tiens à le dire, 700 €. Pour faire 3 heures de trajet. Il y en a qui s'en mettent plein les poches dans cette situation, qui exploitent bien les gens qui sont dans le jus. Ouais. Donc mais on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas de Thalys et j'allais pas demander à quelqu'un de ma famille de venir nous chercher alors que on a voyagé avec des masques, on a eu de la chance. On a des amis qui travaillent dans le médical, ils nous ont chacun fourni un masque. On a voyagé avec des gants, on a voyagé avec un produit un peu chloré, on nettoyait notre siège d'avion, enfin comme des fous, mais on se disait pour être sûr d'essayer de pas tomber malade quoi. Et donc on a pris cette voiture, on est rentré. Et effectivement, ça fait 1 mois qu'on est là et on a toujours vu personne. C'est dur. Ça fait 8 mois qu'on a vu personne. On était rentrés en vacances fin août l'année passée, et donc depuis on n'a vu personne. Donc du coup là vous êtes logés en Belgique, vous êtes tous les 3. Qu'est-ce qu'il en est du coup de ton boulot? En fait je suis toujours pas au chômage technique, je travaille toujours à temps plein, mon mari travaille aussi, et donc c'est ce que je lui dis. Je lui dis en fait on est parti sur une projection du pire. Ce qui est d'habitude ma projection, pas celle de mon mari, ce qui est assez marrant. Mais lui me disait si tous les voyants passent au rouge, on va avoir un problème. Et moi je continuais à lui dire oui, mais il se peut qu'il reste au vert, ou que certains voyants restent au vert, et que donc on ne tombe pas malade, qu'on ne doive pas aller à l'hôpital vu qu'on est bien confiné, ou bien qu'en fait finalement, même si je suis en chômage technique, c'est juste 1 jour par semaine, et donc mon salaire, ça ira. En fait, on est rentré parce qu'il y avait trop d'incertitudes, et en fait maintenant qu'on est de l'autre côté, que je suis toujours à temps plein, et que je me dis, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas dû rester? Je sais pas, j'en sais rien. T'as pas de moyen de savoir ça. Non, en fait, on saura sur la longueur, quoi. Mais les manifestations, nous, on avait peur que ça commence à dégénérer, quoi. À un moment, les gens, ils perdent leur boulot, la nourriture dans les magasins augmente, le prix. Enfin, donc du coup, tu te dis, à un moment, ils vont peut-être péter un plomb, quoi. Et si t'as plus d'avion, t'es là et tu dois subir un peu la situation. Donc, il y avait un peu de ça aussi, quoi. Une crainte pas de guerre civile, allons pas jusque là, mais il y a un peu de ça, quoi. Du coup, là, donc, Trump a fermé complètement les frontières. L'espace Schengen est aussi fermé. Quelles sont tes perspectives? J'imagine bien que vous avez envie de rentrer aux États-Unis quand ce sera possible, mais bon, pour l'instant, je pense que c'est pas vraiment une option. Le déconfinement va commencer dans quelques semaines en Belgique, et du coup, ça veut dire quoi pour vous? Eh bien, écoute, nos perspectives. Moi, dans ma tête, j'ai une sorte d'optimisme. En fait, franchement, ça va. Moi, j'ai pas pleuré depuis que j'ai mis un pied ici, par exemple. J'ai beaucoup plus pleuré la dernière semaine où j'étais à Palm Springs et on remballait tout. C'est le plus dur, mais depuis que je suis ici, moi, je suis plutôt combative et on se laisse pas aller, on se dit c'est pas grave, on en profite pour faire plein de projets pro et on embrasse la situation, quoi. C'est au-delà de nous, on sait rien faire pour que ça change, donc on n'est pas à plaindre, on a un toit au-dessus de notre tête, il y a des gens qui nous ont prêté une maison parce que eux sont confinés en France, enfin c'est un peu le jeu des dominos. Donc on n'est pas on est à 3, on s'aime, on est en bonne santé, c'est super de le voir comme ça, c'est génial. Ouais, mais c'est nécessaire, quoi. À un moment, quand j'ai un coup de mou, je me dis, ouais, c'est chiant, mais bon, allez, quoi.
Ça pourrait être pire, ça peut toujours être pire. Nos perspectives, moi j'espère vraiment, mais de tout mon cœur, pouvoir retourner en Californie pour la rentrée scolaire, si rentrée scolaire il y a, puisque là même ce qui se passe en France et en Belgique, il y a aucune assurance qu'en fait en septembre tout aille bien. Mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'Ezra continue, fasse sa dernière petite année dans sa petite école de quartier là, parce que je les adore et qu'il est tellement heureux et que moi c'est ça qui me fend le plus le cœur. Moi je suis une grande fille. Je peux me raisonner, je sais que c'est temporaire. Le plus dur, c'est lui. Lui, il avait 1 an et demi quand on est arrivé là-bas. Sa vie, elle est là-bas. Hein. C'est la Belgique, c'est ses grands-parents, c'est ses amis. Ça dure 3 semaines et puis on rentre à la maison, quoi. Donc c'est le plus dur. C'est lui, c'est toutes les heures. Il nous parle de Palm Springs. Il nous demande quand est-ce qu'on retrouve ses jouets parce qu'on a dû tout laisser là-bas. Donc nos perspectives, moi j'espère vraiment que les frontières vont réouvrir à la fin de l'été. Je pense pas qu'ils vont les rouvrir avant parce que l'afflux de touristes, je pense qu'ils ont pas très envie. Mais j'espère que qu'ils se disent ok début septembre quand le tourisme n'est plus comme en juillet ou quoi. Peut-être qu'ils vont nous laisser une porte d'entrée quoi. Mais bon, Trump vient d'interdire. Enfin, il a coupé toutes les nouvelles demandes de green card et de visa. Donc est-ce que ça va durer? C'est tout à fait possible qu'en fait, ça soit sa porte d'entrée pour couper le robinet de l'immigration, quoi. Que ce soit son prétexte. Donc, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais il y a une seule chose que je sais, c'est que je resterai pas en Belgique. Ça, moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de bouger. Donc, si c'est pas là, ça sera ailleurs. Mais j'espère vraiment que ça sera là encore pour quelques années, quoi. Ouais, t'as pas fini ton projet encore, quoi. J'ai pas fini, et il est hors de question que ça se finisse comme ça de toute façon. Bien sûr. C'était beaucoup trop violent. On a dit au revoir à personne. On a laissé notre voiture à nos copains américains à Palm Springs. Genre les guitares de mon mari est musicien. Les guitares de mon mari sont restées là-bas parce qu'on avait peur ils sont toujours très chiants dans les avions avec les guitares. On avait peur qu'ils chipotent vu que c'était des vols quand même commerciaux, mais pas comme d'habitude, quoi. Donc toutes les guitares de mon mari sont là-bas. Il est hors de question qu'on n'y retourne pas. De toute façon, on y retourne. Ne serait-ce que pour chercher nos affaires. Mais on n'a même pas fait un câlin à nos amis, quoi. On leur a filé les clés de la voiture, on les a pas embrassés. Ils travaillent dans le médical. Juste avant de prendre l'avion, c'était bête de risquer quelque chose. Non, de toute façon, on y retourne. Quand? Ça dépendra de Trump, en fait. Hein. Alors, j'ai une petite idée du coup de ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. C'est que vous restiez en bonne santé, que les frontières réouvrent et que vous puissiez aller finir, en tout cas poursuivre votre aventure américaine. Oui, clairement, moi, c'est poursuivre l'aventure de toute façon. Après, le plus compliqué pour nous, là, les perspectives, c'est au-delà du fait qu'on attend une décision américaine de réouverture des frontières. On ne sait pas comment nous, on va faire. On a une maison jusqu'à la fin du confinement, mais après, le confinement, les gens reviennent. Et après, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On loue des Airbnb en espérant que les frontières réouvrent dans les 6 mois, parce que les Airbnb, quand même, c'est vite cher, hein, quand tu loues ça sur du long terme. On a un appartement, on est propriétaire d'un appartement, mais on a des locataires dedans. On va pas les mettre dehors, vu qu'on n'a pas l'intention de rester. Et puis, il est trop petit, il a qu'une seule chambre. Avec Ezra, c'est compliqué. En fait, nos perspectives sont très, très vagues, très, très floues, là. Donc on s'accroche et on attend. Et c'est vraiment, je crois, le sentiment qui domine chez tout le monde, c'est cette attente et l'incertitude, quoi. Ouais, il y a encore beaucoup, beaucoup de questions, quoi, en fait. Oui, et c'est dans notre situation, dans la tienne. Enfin, on a tous, à chaque niveau, peu importe notre vie, on a tous un truc en suspens, quoi. Bon, mais écoute, Déborah, en tout cas, je te remercie. Je te souhaite, que les choses se décantent, que vous puissiez y voir plus clair et que la suite s'organise le mieux possible. On aura plaisir à suivre la suite de tes aventures sur Instagram, See You Soon. Et donc que tu pourras venir nous raconter la suite de ton parcours. J'espère que tu nous parleras depuis Palm Springs pendant la saison 2 où on pourra raconter un petit peu plus en détail toute l'histoire de ton expatriation. Je te souhaite une très très bonne journée et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Et voilà, c'est terminé pour ce premier épisode dédié à l'histoire de Déborah Laurent. La suite vous attend dans le 2e épisode. Allez hop, c'est parti.